Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Smash Bros Delirium rubrique chipotage un peu spécial. Je traîne encore à finir le texte de l'épisode consacré à Smash 4 ainsi que pour d'autres vidéos. Du coup, pour combler un peu les trous, voici une vidéo de plus petit calibre. Jusqu'ici, j'ai traité des combattants de Smash 64 à ceux de Brawl. Mais le temps a passé, certains combattants ont retrouvé un peu d'action ou juste je n'assume plus certaines de mes idées. J'ai donc envie de revenir sur quelques combattants. Je vais donc parler de 4 personnages par rapport auxquels je voudrais me corriger ou alors prendre en compte les nouveautés auxquelles ils ont accès et que je trouve appropriées à caser dans leur moveset. Je vous conseille donc de regarder les vidéos suivantes afin que vous soyez à la page, en particulier pour les personnages que je m'apprête à corriger et dont je ne suis plus satisfait. Du coup, allons-y tout de suite. Alors j'ai 2 personnages de Mario précis dont j'aimerais parler, mais j'aimerais d'abord glisser un mot sur les personnages de Mario dans l'ensemble, car depuis Wonder, les jeux ont renouvelé leur présentation, avec les designs des personnages ajustés et de nouvelles voix par de nouveaux comédiens, au prix d'avoir manqué de respect à Samantha Kelly par exemple. Et fort probable que Smash rentre dans le mouvement et altère les personnages de Mario présents dans ces aspects. Ça les concerne un peu tous, mais celui chez qui c'est le plus probant, c'est définitivement le grand gorille, Donkey Kong. Banenza a été une immense surprise au début de la Switch 2 et a joué un rôle majeur dans ce renouveau esthétique pour le gorille. Ça a même été confirmé que c'est ce jeu qui a initié son changement de design et d'autres productions ont emboîté le pas. Et étant sorti plus tôt, elles l'ont introduit plus tôt. Bref, le prochain Smash aura sûrement ce nouveau Donkey Kong à l'arcade sourcilière mobile et doublé par Koji Takeda. Enfin, on l'espère. Mais il n'y a pas que l'esthétique qui est remise en cause. Je pense que ce nouveau jeu peut renouveler Donkey Kong niveau gameplay également. Déjà, on pourrait changer son attaque spéciale bas. Grosse baffe ne serait pas abandonnée. L'attaque est iconique au Donkey Kong Country, ça serait un sacrilège de s'en débarrasser. A la place, je l'imagine bien être reconverti en attaque smash bas avec des hitbox similaires. Quant à la nouvelle attaque spéciale, voici Arrache-Terre. Et elle aurait 3 fonctions. Commençons avec la principale. Comme Peach et Daisy, Donkey Kong saisirait le sol pour cueillir quelque chose. Ou plutôt arracher un rocher. Et il n'y a pas de surprise sur ce qu'il en ferait. J'ai balancé un rocher. C'était un rocher gigantesque. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de quelques subtilités. Le rocher serait un objet lourd, difficile à porter pour la plupart des combattants, sauf pour Donkey Kong. C'est une mécanique qui lui est unique d'ailleurs. Il serait utilisable par tout le monde, mais difficile à jeter, comme les tonneaux et les caisses. Sauf pour Donkey Kong, on va profiter de sa particularité pour créer une interaction unique avec l'objet. Il pourrait le lancer avec une grande facilité, pouvant voler loin, mais est affecté par la gravité et se brise dès qu'il toucherait une surface solide ou un adversaire. La deuxième est totalement aléatoire, comme dans les Donkey Kong Country, il pourrait parfois déterrir un tonneau qui se comporterait comme tous les autres de Smash. Est-ce qu'il pourrait contenir des objets? Peut-être, mais je crains que ça fasse trop. Ou alors de base il pourrait contenir des objets, mais si on les désactive, il n'en aurait pas. La dernière ne se ferait qu'en l'air, forcément il a besoin d'être à terre pour l'attaque. Alors quand il est en l'air, elle deviendrait tout autre chose. Il ferait le coup de poing en plongée, c'est un stall and fall classique, il plonge la tête la première, infligeant un effet météore à ceux sur son passage. Et c'est tout. Et le dernier changement de gameplay, on pourrait modifier un tantinet son final Smash. C'est toujours une tempête de coups de poing, mais en plus de ça, il se transformerait en Kong Banenza pour donner des torgnoles qui font d'autant plus mal. L'autre personnage de Mario dont j'aimerais parler, c'est Dr Mario. Beaucoup peuvent trouver qu'il fait bouche-trou, mais vu comme il reprend le moveset du Mario de mêlée, ça lui donne une raison d'exister au moins. Mais je trouve aussi qu'il mérite qu'on élabore son moveset un peu. Et entre autres, il y a un sujet que j'aime beaucoup le concernant, mais sur lequel je me prends souvent la tête, intégrer le gameplay des jeux de Dr Mario plus directement. Pour rappel, ce sont des jeux de puzzle à la Tetris où il faut éradiquer des virus en les alignant avec des méga vitamines de la même couleur qu'eux. J'ai envie que cet aspect soit retranscrit, mais à chaque option que j'imagine, tu vois de plus en plus de failles au fur et à mesure que je réfléchis. Entre la dynamique que je recherche qui n'est pas parfaitement retranscrite, ou encore le problème que ça se repose sur des couleurs. Smash en a 6 différentes, mais qui reposent sur des variations de tons très légères. C'est un peu difficile de bien gérer nombre et diversité, et ce n'est pas à prendre en compte que le joueur est possiblement daltonien. Bref, avec toutes mes précédentes idées, je n'arrivais pas à atteindre un juste milieu. Soit je vais trop loin, rendant l'idée trop embêtante en pratique, soit c'est pas assez et c'est pas intéressant à mettre en place. Ça m'énervait alors que l'idée me plaisait, je voulais lui faire honneur. Et après une longue réflexion, je pense avoir enfin trouvé le juste milieu. Tout serait inclus dans son attaque spéciale neutre. En appuyant sur B comme d'habitude, il lancerait une méga vitamine. Elle rebondirait plus loin et aucune boule de feu de Mario et un projectile physique comme les flèches. Mais je propose d'aller plus loin. Après ces 2 rebonds, au lieu de disparaître, elle resterait au sol et deviendrait un objet que l'on peut ramasser et lancer en appuyant sur A. De plus, en appuyant sur B, on la consommerait et elle a une chance sur 2 de soigner celui qui la mange. Et c'est là que ces nouvelles mécaniques entrent en jeu. C'est purement aléatoire, mais dans ces 2 cas de figure, les méga vitamines ont une chance de rendre malades les adversaires.
Le doc qui a créé la méga-vitamine et ses alliés en combat en équipe sont immunisés aux effets. Quelle ironie, n'est-ce pas? Et pour rajouter du hasard, les adversaires peuvent avoir une maladie parmi 3 inspirée par les principaux virus. D'abord la fièvre, les pourcentages de dégâts du pauvre malade s'augmentent d'eux-mêmes et en plus, comme s'il avait mangé du curry, il crache sans cesse du feu. Ensuite on a le rhume, dont le froid ralentit l'adversaire dans ses mouvements volontaires. Et enfin, on a Bizarre, qui ramène à la vie un vieux fléau de Smash. Ça fait trébucher souvent. Ces maladies durent plusieurs secondes et les effets s'estompent d'eux-mêmes. Enfin, pas tout à fait. C'est là que le plus gros changement dans le gameplay de Dr Mario entre en jeu. En maintenant bien enfoncé, à la place d'une méga vitamine, il enverrait une nanobombe basée sur le power-up du même nom introduit dans Dr Mario Miracle Cure. Son explosion éradique les maladies contractées. Celle des Dr Mario alliés les soignerait également de quelques points de vie, tandis que celle des Dr Mario ennemis leur infligerait en échange une quantité de dégâts conséquente. Mais elle aurait un gros point faible, sur lequel je n'arrive pas à me décider. Soit Dr Mario n'aurait qu'une nanobombe par round, soit l'attaque aurait un long cooldown avant de pouvoir y avoir accès à nouveau. Dans tous les cas, il en récupère une automatiquement quand il est mis KO. Voilà le juste milieu dont je parlais. Tout a besoin d'être mis en place, faisant qu'il faut vraiment préparer son coup pour en profiter. Mais c'est également intégré d'une façon assez organique et fluide pour donner envie d'utiliser cette stratégie, ou de l'ignorer si ça n'intéresse pas le joueur. Et même quand le plan est en route, vous avez le choix. Soit vous profitez des effets de l'altération de statut, soit vous utilisez la nanobombe et vous avez une tonne de dégâts gratis si vous arrivez à faire mouche. Maintenant parlons de Kirby, ma boule de gomme préférée. Et un sujet particulier. Le moveset de Kirby est parfois sujet à ce que je vais appeler une refonte Megaman. Le robot de Capcom a un moveset qui inclut autant de ses nombreuses armes que possible. C'est très chouette, mais quand on voit certains fans qui prennent ça comme un exemple pour refaire les movesets des combattants avec plus de références, c'est en tirer les mauvaises leçons. Mais pour Kirby, c'est pas si inapproprié. Les pouvoirs de copie pourraient se prêter au jeu, mais Kirby se veut aussi accessible et simple. C'est prendre le risque d'en faire vraiment trop et rendre son moveset imbuvable. Du coup, mieux vaut limiter leur apparition. Mais outre les attaques spéciales, je pense qu'on pourrait les intégrer aussi dans ses attaques Smash. Cela aiderait entre autres son marteau qui a toujours eu un peu de mal à trouver son identité en tant qu'attaque spéciale côté, en étant ainsi recyclé en attaque Smash côté. Mais le plus intéressant, c'est ce que pourrait donner une nouvelle attaque spéciale côté, car on a l'idée parfaite. Le pouvoir de copie brûlure ou torche, cela dépend des jeux. Un pouvoir où Kirby charge dans le tas en s'enflammant. Un pouvoir tellement évident que c'est son attaque rapide dans Melee et Ultimate. En attaque spéciale, elle serait très simple. Ce serait une charge un peu affectée par la gravité, mais enflammée et où Kirby peut encore faire ses sauts supplémentaires s'il les a encore. C'est tout. Enfin, pas tout à fait. On ferait revenir l'attaque de course qu'il avait dans Brawl et Smash 4 pour combler le vide. Et pour finir, j'aimerais parler d'un de mes plus gros ratages de cette année, lié au dernier combattant de cette vidéo, Link enfant. Enfin, je peux parler de lui dans cette rubrique, maintenant que le sujet des Link a été dégagé dans ma série principale. Et j'aimerais le dire tout de suite, je maintiens une bonne partie de ce que j'ai dit et fait dans cette vidéo. Sauf le chapitre sur Link enfant, voilà pourquoi je parle de lui ici. Mais pour ceux qui auraient raté un de mes plus gros projets à ce jour, petit résumé. Selon moi, un gros problème que les combattants Zelda de Smash ont et que beaucoup ne semblent pas comprendre, c'est la tendance à garder le trio Link, Zelda, Ganondorf uniforme, basé sur un même jeu, souvent les plus récents, avec quelques petits changements de gameplay occasionnels. C'est un problème parce que ça bloque la sélection de combattants Zelda. On perd du temps à apporter des changements qui ne resteront pas pour être raccord avec les derniers jeux. Des changements qui en plus ça ne fait pas sens, puisqu'il y a des fois où Ganondorf est même pas là, et ils ont fait le choix de se baser soit sur le trio d'un précédent jeu, soit de les baser sur des incarnations différentes au cas par cas. Ça me saoule, et je veux que ça change, aussi improbable que ce soit. Et du coup, j'ai fait une série de vidéos où j'ai fait en sorte que le trio soit des incarnations spécifiquement créées pour Smash, dont les capacités viennent d'un peu toutes les incarnations. J'ai fait ça pour Ganondorf, Zelda, mais surtout Link, ou plutôt les Link, vu que l'épisode est consacré aux 3. Et j'ai appliqué la même logique au Link normal, à Link Cartoon, mais pas à Link enfant. Pourquoi ? J'en sais rien du tout. J'ai déjà un peu expliqué le chaos qu'a été cette série de vidéos, que ce soit les fers ou ce qu'il y avait autour. Et du coup, j'ai complètement raté le coche sur ce qui m'était le truc le plus logique à faire. Il a fallu des discussions dans les commentaires, dont je remercie ceux qui les ont lancés d'ailleurs, pour me remettre les yeux en face des trous. Et c'est le cas, en suivant cette démarche, Link enfant, probablement l'un des personnages les plus datés sur la raison de son intégration, peut être magnifié. Même si Ultimate sera sûrement sa dernière participation à Smash. Mais mieux vaut tard que jamais pour réparer ses erreurs. Voici ce que pourrait donner un Link enfant unique à Smash. Déjà, est-ce que l'idée est vraiment pertinente ? Eh bien oui, plus qu'on ne pourrait le croire.
Link enfant est plus proche de la vision originelle de Link que le Link normal. Vraiment, il était plus vu par Nintendo comme un enfant ou un jeune adolescent, mais le succès de Ocarina of Time les a convaincus à parfois faire des jeux avec un Link jeune adulte, les deux incarnations cohabitant, mais séparées. Et mine de rien, ça aide. Mais donc, si Link normal incarne le gameplay de Zelda par le prisme des Zelda 3D avec un Link adulte et Link cartoon par les jeux partageant le style graphique, Link enfant incarnerait le reste. Si la base de son gameplay ne diffère pas, il pioche ses influences dans Majora's Mask ainsi que la plupart des Zelda en vue du dessus du premier jeu à A Link Between Worlds. Accrochez-vous, on a pas mal à faire. Dans un premier temps, sa nouvelle apparence de base s'éloignerait des Zelda sur Nintendo 64 pour s'inspirer de ces nouvelles références. Il aurait une grosse mèche au-dessus du cheveu, un bonnet à bordure jaune, une chemise et un pantalon brun, il porte même les bottes Pégase de Link's Awakening. Et niveau armes, il a le même bouclier que sur les artworks de Link to the Past et la Master Sword forgée au maximum de Link Between Worlds, la rendant dorée. Niveau skin, il aurait un mix de nouveautés et d'anciens dans ses inspirations. Et en plus, il porterait des masques à partir d'un certain point. D'abord, on a les skins sans masque. Ceux inspirés par les tuniques Goron et Zora de Ocarina of Time demeurent, tandis que le quatrième s'inspire des couleurs du sprite de Link dans A Link to the Past. Après ce seuil, tous ces skins portent des masques. On commence avec deux références à Majora's Mask. Entre un skin jaune avec le masque de Keaton, ainsi que le skin inspiré par la forme dieu-démon, aussi appelé Oni-Link, mais cette fois avec un masque. Ensuite, on a un skin violet à l'effigie de Lavio de Link Between Worlds, et enfin son dernier skin, même que celui inspiré par Lavio, mais où cette fois il est rose, inspiré par la transformation lapin du Link de A Link to the Past. Niveau gameplay, encore une fois, en sa base, il ne change pas. Il demeure un épéiste avec un arsenal de projectiles à sa disposition. Par contre, dans les stats, c'est bien plus intéressant. Avec son nouvel arsenal et pour représenter sa nouvelle expérience, il devient le poids moyen des trois Link, gagnant un gros boost de poids, mais en ayant sa vitesse ajustée. Maintenant, parlons des changements que je propose pour ses attaques. La plupart de ces attaques demeurent identiques à comment elles sont, mais avec des dégâts à l'échelle. Désolé les gars. Mais on a quand même une poignée de nouveautés. Déjà, son attaque bas est désormais une roulade inspirée par la célèbre technique de la série. Sa saisie reste une saisie disjointe où il se sert d'un grappin, mais il utilise cette fois celui de Link's Awakening. Et comme j'ai fait dans ma vidéo originale, il aurait droit à 4 lancers inédits, inspirés par de nouveaux objets qu'il utilise dans ses lancers. Pour son lancer avant, il kick l'adversaire au loin, mais avec l'ajout des bottes Pégase, l'attaque a plus de punch. Pour son lancer arrière, il balaye l'adversaire derrière lui d'un grand coup du Great Marteau de Link Between Worlds. Pour son lancer haut, il revêt les moufles du titan de Link to the Past, et il soulève son adversaire avant de le jeter en l'air. Et enfin, pour son lancer bas très unique, il sort une pelle comme dans Link's Awakening et Link to the Past et il enterre son adversaire. Niveau provoque, j'ai une petite idée à rajouter. Il pourrait jouer de l'Ocarina. Mais encore une fois, pour se démarquer, ce ne serait aucun Ocarina des jeux 64. À la place, ce serait celui de Link's Awakening. Niveau attaque spéciale, la neutre et la base sont inchangées par rapport à comment elle fonctionne dans Smash. Pour son attaque spéciale côté de Boomerang, il a désormais accès au Boomerang magique de Link to the Past. Il n'est plus orientable, mais désormais, il suit sa cible la plus proche avant de revenir à Link. Enfin, l'attaque circulaire gagne une nouvelle propriété qui fait d'elle la plus unique de tous les Links de Smash. Chargée au maximum, elle n'inflige plus qu'un seul gros coup, mais elle a beaucoup plus de portée. Inspirée par le niveau maximum qu'elle peut avoir dans Link Between Worlds. Et pour son final Smash, il commencerait d'abord avec un coup d'épée vers le haut. Il se transforme alors en Oni-Link et il découpe ses adversaires en morceaux, avançant à chaque pas et les entraînant vers le rebord avant de les envoyer voler. Et voilà! C'est tout concernant ces 4 personnages qui sont désormais à jour avec mes nouvelles opinions. Sur ce, je vous laisse, j'ai des vidéos plus importantes à terminer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!